Bienvenue sur Géopolitis. Tuer, exterminer, massacrer, anéantir, voilà ce dont l'homme peut être capable lorsqu'il est saisi par les démons de la haine ou du racisme. Au plus haut du tableau des massacres commis par des êtres humains à l'encontre d'autres êtres humains, il y a ce crime de génocide que la communauté internationale a voulu définir, préciser, dans le but de mieux le réprimer et surtout de mieux le prévenir. Ces temps-ci, il est un fait d'actualité, à savoir la commémoration du premier génocide, chronologiquement parlant, de ce XXe siècle. Il s'agit de celui commis contre les populations d'Arménie. C'était il y a 100 ans tout juste, avec un début du processus de génocide que l'histoire fixe au 24 avril 1915. On estime que 1 200 000 Arméniens auront été exterminés en raison d'une volonté déterminée de ceux que l'on a appelés à l'époque les jeunes Turcs. Un génocide toujours nié par la Turquie. Sur la définition même de génocide, débat il y a, et parfois confusion, c'est ce qu'examine Géopolitis entre ce qui est crime de génocide, crime de guerre ou crime contre l'humanité. En fait, génocide, c'est un néologisme formé en 1944, la date a son importance, par un professeur de droit américain, Raphaël Lemkin. Dans un tout premier rapport sur les atrocités commises par les nazis à l'encontre des peuples juifs et tziganes, ce professeur combine la racine grecque, génos, la naissance ou le genre, au suffixe sid, qui vient du terme latin sedere, c'est-à-dire tuer ou massacrer. C'est la première fois qu'apparaît ce mot génocide. Alors, le XXe siècle est-il le siècle des génocides? Oui, 3 génocides au moins qui ont droit à cette définition. C'est peu. Et c'est beaucoup trop. C'est peu dans la mesure où l'on qualifie souvent de génocide des massacres de masse qui, pour reconnus ou condamnables qu'ils soient, ne répondent pas tout à fait aux critères précis de génocide. Mais c'est beaucoup, ces 3 génocides, au regard des millions de morts victimes d'une telle volonté de solution finale, pour reprendre un vocable bien connu. Génocide ici, au Rwanda, le dernier génocide en date. Génocide contre le peuple arménien, on en a dit un mot, génocide contre les peuples juifs et tziganes, ou encore génocide, certains ne le qualifient pas ainsi, contre le peuple cambodgien. Mais alors, pourquoi parler à présent de tous ces crimes? Eh bien parce que le danger est là, qui risque de voir d'autres génocides se perpétrer au cours de ce XXIe siècle. C'est là tout le sens de la résolution des Nations Unies en mai 2014 qui entend prévenir et combattre toute possibilité de nouveaux génocides. 20 years ago, we saw yet again after the Holocaust how genocide is not a single event, but it is a process that evolves over time, a process that requires planning and resources. This also means that genocide can be prevented with information and mobilization, as well as with courage and political will. La réalité, c'est que nul ne peut désormais prétendre échapper à sa responsabilité dans un crime de génocide, crime imprescriptible, et qui vaut à son ou ses auteurs de devoir comparaître soit devant des tribunaux nationaux, là où génocide il y a eu, soit devant la Cour criminelle internationale. Là encore, l'impunité n'est plus la règle, c'est l'exception. Le texte est très précis. Il règle la prévention et la répression du crime de génocide. Ce crime s'entend d'un acte commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Dans ce texte du 9 décembre 1948, on énumère les attaques commises contre un tel groupe et relevant du crime de génocide. En premier lieu, le meurtre des membres de ce groupe, mais aussi l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres de ce groupe. On retient encore comme entrant dans la qualification de génocide, je cite, « la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ». Est également condamnable la mesure visant à entraver les naissances au sein du groupe en question. Et pour préciser encore ces définitions, l'article 6 du statut de Rome du 17 juillet 1998 relève, en le globalisant, que le crime de génocide se distingue tout d'abord par l'intention d'extermination totale ou partielle d'une population et ensuite par la mise en œuvre systématique de cette volonté.
près de 8000 hommes bosniaques musulmans massacrés à Srebrenica en 1995 pendant la guerre de Bosnie-Herzégovine. Le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a utilisé le qualificatif de génocide pour ce massacre de masse, mais la Cour internationale de justice a jugé que la Serbie en tant qu'État n'en était pas responsable. Des massacres à caractère génocidaire, il y en a eu et de très nombreux dans le cours de l'histoire. Au XVIIIe et XIXe siècle, il y a des témoignages de massacres de peuples noirs africains dans le cadre de la traite des Noirs, laquelle traite des Noirs est désormais reconnue comme un crime contre l'humanité. Plus récemment, on reconnaît que près de 8% de la population d'avant-guerre de l'Union soviétique a été massacrée. On peut aussi citer l'extermination par la famine de millions de paysans ukrainiens sous Staline. En Asie, le Japon aurait méthodiquement anéanti toute la population de la ville chinoise de Nankin. Lors du processus de sécession de l'Inde en 1947 et 1948, des millions d'Indiens musulmans et hindous ont été assassinés en raison de leur appartenance ethnique. L'histoire retient aussi les millions de victimes de la révolution culturelle menée par le régime de Mao Zedong dans les années 1950 et 60. L'Indonésie, dans ces années 60, a fait massacrer des milliers de communistes. À noter, pour compléter ce sombre tableau, que tous ces massacres ont été organisés et menés par des gouvernements officiels, exerçant légalement le pouvoir dans leur pays. Ces mêmes gouvernements ont tous bénéficié de la passivité de l'opinion publique mondiale. L'invité de Géopolitis, Pierre Hazan, qui est spécialiste des questions de justice internationale et conseiller auprès du Centre pour le dialogue humanitaire, ici à Genève. On parlait dans le sujet de Srebrenica. C'est un bon exemple ou un mauvais exemple? Pourquoi est-ce que Srebrenica, avec toute l'horreur que cela implique, n'est pas considéré comme un génocide? On dit que c'est un massacre à caractère génocidaire. Il y a vraiment une différence? Il a été caractérisé de génocide par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Et d'ailleurs, une douzaine de personnes ont été condamnées pour actes de génocide. Et on attend bientôt les verdicts des deux chefs bosno-serbes, Radovan Karadzic et Ratko Mladic. Ceci dit, une des spécificités de cette tragédie à Srebrenica, c'est que contrairement à ce qui s'est passé en 1994 au Rwanda ou durant la Deuxième Guerre mondiale, les femmes et les enfants ont été épargnés et c'est ce qu'a fait valoir la défense. Ceci dit, c'est un génocide puisqu'il y a une destruction d'un groupe de la population. Mais il n'est pas vraiment reconnu comme tel par l'ensemble de la communauté internationale. Est-ce que c'est parce que, comme vous dites, et c'est horrible à dire, parce qu'on n'a pas tué les femmes et les enfants? Non, je crois qu'il est effectivement reconnu comme tel, comme un acte de génocide. Donc de ce point de vue-là, je crois que c'est totalement clair. Il se fait qu'un certain nombre il y a des opinions divergentes, mais ça c'est normal, c'est le jeu normal de la démocratie et du débat. Oui. Alors, dans certains de vos écrits, vous parlez d'un génocide dont personne n'a jamais entendu parler. C'était en Namibie au début du siècle, des héros. De quoi s'agit-il? Au début du XXe siècle, donc c'est sans doute le premier génocide, mais le terme n'existait pas. Le terme a été créé en 1944 par un juriste polonais, Raphaël Lemkin. Donc au début du XXe siècle, les Allemands qui occupaient le sud-ouest namibien, l'actuelle Namibie, ont exterminé 90% de la population d'une tribu parce qu'ils voulaient prendre leurs terres. Et donc ça a été le massacre des Herero. En 2004, le gouvernement allemand a reconnu cette extermination massive et a présenté des excuses. Donc, un premier génocide dont personne ne parle, mais un autre génocide qui, lui, n'est pas reconnu par l'ONU, c'est le Cambodge. Comment est-ce possible? Parce que la définition du génocide est une définition forcément juridique, mais aussi avec une dimension politique. Donc, est considéré comme génocide lorsque l'on s'en prend à la destruction totale ou partielle d'un groupe, qu'il soit ethnique, qu'il soit, ou sa définition religieuse ou nationale. Or, d'une certaine manière, ce qui s'est passé au Cambodge touchait sa propre population, et donc le critère de classe ne s'appliquait pas, ne rentrait pas dans la définition du génocide. Alors, soyons clairs, il y a des pays qui ne voulaient pas qu'on reconnaisse le caractère de génocide pour le Cambodge. Lorsqu'en 1948, la Convention des Nations Unies pour la prévention
et le châtiment du crime de génocide, l'Union soviétique a fait effectivement obstruction pour ne pas introduire cet élément de classe dans la définition du génocide. Alors, on a du mal à comprendre, en tout cas dans le grand public, et pour nous, la grande différence des fois entre génocide, entre crime contre l'humanité ou même crime de guerre. Pourquoi est-ce si important de reconnaître le caractère de génocide à tel ou tel massacre? Je crois que chaque crime est important. Et là, on est en train de rentrer dans une sorte d'escalade, de surenchère verbale et rhétorique, comme s'il y avait des crimes qui étaient largement supérieurs à d'autres. Et donc, ce processus de concurrence victimaire crée une surenchère entre différents acteurs. Je vous donne un exemple très simple. La Croatie a accusé la Serbie d'avoir commis un génocide. Et la Serbie a fait exactement de même avec la Croatie. Et le résultat? Ça a été devant la Cour internationale de justice. Et en mars dernier, en mars 2015, la Cour internationale de justice a déclaré qu'il n'y avait pas de génocide dans ces deux cas-là. Donc, mais on voit bien ce processus de concurrence victimaire avec l'idée qu'il y a une sorte de saut de légitimité qui est donné par un tribunal, comme si le tribunal pouvait écrire l'histoire. C'est une sorte de qualification à laquelle on veut prétendre lorsqu'on estime avoir été, entre guillemets, génocidé. La montée des droits de l'homme dans le discours politique environnant fait que ça donne un surcroît de légitimité à sa cause. Et donc, c'est pour ça qu'on essaye de disqualifier l'adversaire en le traitant de criminel de guerre, voire de génocidaire, ce qui nous hausse par opposition. Alors, parler des génocides, les définir, c'est bien. Pouvoir anticiper et prévenir ces génocides, évidemment, c'est mieux. Est-ce qu'on a les moyens de prévenir des génocides compte tenu de toutes les définitions qui maintenant sont sur la table? Si vous voulez, après chaque abomination, après chaque crime de masse, il y a eu des réactions. Et par exemple, le crime contre l'humanité a été forgé comme concept après l'extermination des Arméniens pendant la Première Guerre mondiale par les Turcs. Après la Deuxième Guerre mondiale, le qualificatif de génocide est rentré dans le vocabulaire. Oui. Et en 1948, il y a eu de nouveau, il y a eu la convention dont on parlait tout à l'heure. Après le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, on a créé quelques années plus tard tout un dispositif de prévention avec, au sein des Nations Unies, avec une personne en charge de la responsabilité de protéger les populations et un autre responsable chargé de la prévention des génocides et des atrocités de masse. Mais on arrive à les prévenir, ces génocides? Alors, il y en a un presque en cours actuellement. On voit bien, d'un côté, on a un dispositif qui existe aujourd'hui de prévention des génocides, et en même temps, on a la réalité, et il se fait qu'aujourd'hui, il y a un rapport des Nations Unies qui indique qu'il y a un génocide probablement en cours aujourd'hui même, au moment où on parle, celui des Yazidis en Irak, et en même temps, on voit que les États ne veulent pas intervenir pour un ensemble de raisons. Mais on voit bien la difficulté. D'un côté, oui, il y a les textes existent, le dispositif existe, mais il faut une bonne volonté politique. Et lorsque la communauté internationale et les grandes puissances sont divisées, il n'y a pas de volonté qui se dégage, et donc il n'y a pas d'intervention, et les crimes se produisent. Alors, mais pas toujours, il y a des exceptions, ceci dit. Alors, vous êtes le chef de projet d'un nouveau média qui va sortir avec la Fondation Hirondelle, infojustice.net. La prévention, c'est bien, mais évidemment, l'éducation, c'est aussi bien pour prévenir ces génocides? Oui, parce qu'on se trouve par moments dans des situations véritablement assez dramatiques. Je vous donne un exemple simple, la Bosnie. D'un côté, la communauté internationale a dépensé des centaines de millions, je crois 2 milliards de francs suisses, en termes de justice pour mener un certain nombre de procès. Paradoxalement, aujourd'hui en Bosnie, vous regardez les livres d'histoire et selon la communauté à laquelle vous appartenez, eh bien le livre d'histoire n'est pas le même. Et donc chaque livre d'histoire donnera une lecture nationaliste radicalement différente selon le groupe auquel vous appartenez. Et donc, en quelque sorte, on génère des contradictions et on prépare une jeunesse à peut-être de nouveau tomber dans les démons nationalistes. D'où l'importance, effectivement, de l'éducation. Merci, Pierre Azan. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions internationales de justice et puis vous êtes conseiller auprès du Centre pour le dialogue humanitaire, ici à Genève. Merci à vous. C'est une constatation. Aucun de ces génocides commis dans le courant du XXe siècle n'aura été l'œuvre d'un régime démocratique. Preuve, s'il en est, que la démocratie est et reste un réel rempart contre la barbarie.
Plus précisément, c'est la démocratie et elle seule, comme moyen de gouvernance, qui est porteuse des vraies valeurs humaines. Respect non seulement du peuple, de l'électeur, mais surtout respect de la vie et des êtres humains, quelle que soit la race, la couleur de peau, l'ethnie ou la religion des différentes composantes de ce peuple. Mais lorsque le pouvoir est dictatorial, despotique et exclusif, ce qui fait la différence, c'est la croyance même que l'autre, celui qui n'est pas dans la norme, dans le système, est par nature un être inférieur, d'autant plus dangereux qu'il appartient à un groupe généralement important en taille et qu'il convient donc d'annihiler. Un anéantissement d'autant plus aisé à mettre en œuvre que dans ce système autoritaire, l'impunité est ou sera la règle. C'est très exactement ce processus que la démocratie et elle seule peut enrayer. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vos commentaires et réactions à cette édition de Géopolitis, à votre disposition des vidéos, des sites internet et de l'infographie relatifs à cette thématique du génocide, la possibilité de podcaster cette émission de la RTS, et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.